Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'amour, à la passion des jardins, avec deux amoureux et deux passionnés des jardins. César Garçon, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes photographe, alors vous c'est l'amour des jardins et l'amour des images aussi. Et vous publiez un magnifique livre qui s'appelle La Belgique des jardins, c'est aux éditions Ulmer. Et puis un amoureux des jardins évidemment et des mots. Parce que vous êtes non seulement jardinier en chef du domaine de Versailles, mais vous êtes aussi écrivain. Et vous aviez publié un dictionnaire amoureux des jardins, c'est Alain Baraton, bonjour. Bonjour. Un dictionnaire amoureux des jardins. Et là, il y a une édition un peu augmentée, si je peux dire, c'est le dictionnaire illustré des jardins qui est chez Grund et Plomb. Oui. Alors justement, je vais commencer il y a une citation qui commence votre livre qui dit « Les amateurs de jardin sont réputés paisibles, on les imagine mal échangeant des coups de sécateur ». Donc vous n'allez pas échanger des coups de sécateur entre vous. Alors, il n'y a aucune raison. Vous savez, je ne crois pas que les jardiniers aient un mauvais esprit. César est un amoureux, pas seulement du jardin ou de la photographie, c'est un amoureux de la vie. Et je crois que c'est ce qui caractérise tous les jardiniers. Ils sont amoureux de la vie. Vous le dites d'ailleurs, hein, l'amour des jardins, c'est d'abord... Un jardin, un jardin, c'est pas bien parce qu'il est bien cultivé, parce qu'il est beau, parce qu'il y a des belles fleurs, c'est parce qu'il a une âme. Il a une âme. Un jardin, c'est un lieu où l'on aime se retrouver. Un jardin, c'est un lieu que l'on quitte à regret. Un jardin, c'est un endroit que l'on aime transmettre. Quand on est, par exemple, comme ici, chez César, que constate-t-on? Des arbres qui ont été plantés par quelqu'un il y a peut-être 20, 30, 50 ans, même si la personne n'est plus, l'esprit de cette personne continue d'exister. Il y a peut-être des enfants qui jouent dans ce jardin qui, dans 10, 15 ou 20 ans, à nouveau, profiteront de ce lieu. C'est ça le bonheur du jardin, c'est ça le rêve et la magie du jardin. César Garçon, justement, on va feuilleter ce livre avec ces images sublimes de votre livre sur la Belgique des jardins. Mais justement, ces jardins, vous les avez choisis, on va en reparler tout à l'heure, mais ils ont tous une âme en effet. Ils ont tous quelque chose, ils reflètent des personnalités. Voilà, c'est une aventure qui a démarré il y a 3 ans avec Donatienne de Séjournet, qui est l'auteur du livre. Alors, il faut vraiment considérer que Donatienne, quand quand l'éditeur lui a proposé ce sujet, Donatienne avait, dans le jour même où elle a accepté le sujet, je crois que Donatienne avait un fil d'Ariane dans l'esprit, c'est-à-dire qu'elle avait ce livre tout fait dans son esprit. Elle savait où aller. Elle savait exactement où aller. Voilà, il y avait des arbitrages à faire sur des choix de jardin, mais elle avait une idée extrêmement précise de la ligne complète du chemin de fer, ce qu'on appelle un chemin de fer, c'est-à-dire de la ligne complète du livre, du XVIIIe siècle à nos jours. Oui, parce que c'est un livre qui a une évolution. Hein, voilà, qui reprend la thématique de la chronologie, c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur qui est la chronologie, qui démarre au XVIIIe siècle, puisque en fait la grande culture belge du jardin, c'est à partir de Belleuil, du Prince de Ligne et de ses théories sur les jardins. On va parler de quelques jardins tout à l'heure. Et qui se termine avec le XXIe siècle, qui est très riche. Alors que nous sommes en 2020, mais il y a déjà un nombre important de jardins qui ont été réalisés depuis 20 ans et qui sont dans le livre. Donc une grande partie du livre, pratiquement les 3/4, sont consacrés au XXe siècle et au XXIe siècle. Alors je reprends la citation sur les sécateurs, parce qu'elle était amusante sur les coups de sécateur entre jardiniers, ça n'existe pas, mais c'était une citation de Pierre Veilleté qui fait aussi une distinction et qui dit que c'est une distinction éternelle entre les tenants de la nature et les tenants de l'artifice, les jardins qui sont naturels ou les jardins qui sont travaillés. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut être dogmatique? Il faut qu'il soit travaillé ou il faut qu'il soit naturel? Ou est-ce qu'il faut laisser la liberté à chacun d'apprécier? C'est un très vaste sujet. Oui. Moi, je viens d'un domaine où tous les styles de jardin existent. Absolument, à Versailles. Voilà, tout à fait. Le jardin à la française, voulu par Louis XIV, un jardin de pouvoir, un jardin d'autorité, qui est en fait la mise en scène d'un merveilleux réseau hydraulique et d'une collection de statuaires unique au monde. Et puis, il y a Marie-Antoinette qui, elle, veut un jardin où elle puisse se sentir libre. C'est le jardin paysager, c'est le jardin anglais, c'est le jardin qui a pour objet non pas de copier la nature, mais de la caricaturer, de la représenter non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle aimerait que nous autres... Telle qu'on voudrait qu'elle soit, voilà. Tout à fait. Et donc ce sont ces jardins qui finalement vont s'opposer en parfaite harmonie. Quand on découvre la perspective voulue par Louis XIV et qu'ensuite on déambule dans les allées du hameau de la Reine, on n'est pas choqué. La transition a été en douceur. Comme quoi un jardin, quand il est construit avec subtilité, avec intelligence, peut accepter toutes les contrariétés. Il n'y a pas de guerre
dans le domaine du jardin. On devrait même, Michel, si je pouvais même, Patrice, pardon, faire cette comparaison. Le jardin est l'exemple même de l'humanité exceptionnelle. On ne parle pas ici d'arbres qui viennent de loin et qui embêtent ceux qui sont originaires de la région. L'introduction des jardins a montré que, quelle que soit sa couleur d'origine, on peut vivre ensemble. Le jardin en est un parfait exemple. Pour vous donner un exemple, parce que je suis complètement à l'avis d'Alain, il s'est trouvé que depuis quelques années que j'habite cette propriété, on y travaille beaucoup. Alors on est chez vous. Je suis aidé, voilà. Je suis aidé. On y travaille beaucoup. Il y avait une structure à laquelle d'ailleurs Alain a participé dans l'élaboration au départ, avec Louis Bénèche. Et quand je suis arrivé ici, la structure était en place, mais il y avait un jardin à recréer selon mon goût. On y a beaucoup travaillé. Et la chose merveilleuse qui s'est passée, pour donner un côté positif à cet événement, c'est qu'au premier confinement, c'était du mois de mars, on s'en est plus occupé. Et que tout le travail qui a été réalisé ici, de manucure pratiquement, de taille, de replantation, etc., a abandonné pendant 2 mois. Le jardin n'a jamais été aussi charmant, aussi beau qu'à la sortie de ces 2 mois de confinement où on lui avait fichu la paix. C'est vrai que c'était une période incroyable pour la nature. Hein, J'ai même une petite contrariété à ce sujet, je le dis avec humour. Nous avons créé cette année un parterre africain au Grand Trianon. Parterre aujourd'hui malheureusement démonté, mais qui fut sublime. Et puis, nous avions, pour des raisons d'entretien d'effectifs, abandonné, un petit peu comme ici, le jardin. C'était le jardin des 4 nymphes, à côté du Grand Trianon. On avait donc décidé pendant 2 mois de ne pas y toucher. Il s'avère que ce jardin structuré a repris une certaine liberté. Quelques fleurs qui se sont semées naturellement se sont développées. Mais les journalistes, ils préféraient notre jardin naturel, celui qui s'était développé tout seul, que le jardin construit. Parce que la nature, quand elle décide de nous offrir ce qu'elle a de plus beau, elle est inégalable. C'est absolument sublime. C'est ça d'ailleurs le danger du jardin. Un jardin, c'est un lieu que l'on conçoit avec difficulté, où il faut être capable d'associer des végétaux de différentes tailles, de différentes couleurs, de différents volumes, et puis ensuite il faut l'entretenir. Et on a souvent tendance à croire que quand le jardin est laissé à lui-même, il n'en est que plus beau. Oui, dans un premier temps. Mais attention au second jour, car un jardin qui n'est plus entretenu est un jardin qui meurt. Donc le jardin... On en voit malheureusement de temps en temps. Il faut donc le regarder. Pendant les 2 mois de confinement chez César, le jardin était en liberté, mais liberté surveillée, il était quand même sous contrôle. Il y a une phrase, puisque vous parliez de votre co-auteur, Donatienne de Séjourné, elle dit le jardin c'est un monument, mais c'est un monument vivant. Je trouve que c'est une phrase très très belle et très vraie, quoi. Voilà, parce qu'en fait, je suis sûr qu'elle pensait à l'architecture, évidemment, et qu'elle faisait la différence entre l'architecture et le jardin. Or, le jardin, évidemment, c'est un endroit d'abord où les hommes viennent en permanence pour travailler, pour renouveler, pour affiner, pour replanter, en fait, etc., pour réanalyser à chaque fois, etc. Donc c'est un renouveau permanent. Et je pense que c'est ce que Donatienne voulait dire, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de dynamique que donne le jardin et que donne la nature, avec le travail permanent qu'il faut reconstituer. Et d'ailleurs, tous ces jardins belges qu'on a photographiés, c'est une merveille, parce qu'ils sont extrêmement élaborés, extrêmement entretenus. Belleuil, qui fait la couverture du livre... On va reparler de Belleuil, parce que vous en parlez tous les deux dans chacun de vos livres. Voilà, depuis le XVIIIe siècle, tout ça, ça continue d'être entretenu, travaillé, réfléchi. C'est-à-dire qu'on réfléchit tout le temps à ce qu'est un jardin. Mais justement, alors il y a une sorte de miracle dans votre livre, parce qu'elle a raison de dire que c'est un monument vivant, donc qui évolue, et la photo pourrait le figer, ce monument. Or, dans votre livre, justement, la photographie ne fige pas les jardins. Ouais, enfin je sais pas. Elle les prend à un moment donné, évidemment. Dans 2 ans, je suis pas sûr que ça sera pas un peu figé, mon truc. Voilà, on verra. Il faut non, mais c'est vrai. Non, mais on a l'impression qu'ils sont vivants, quoi, dans ce livre. Mais comment vous avez fait ce que j'ai pensé, pour un prochain sujet, quand même, c'est de faire rentrer dans les photos de jardin des personnages. Voilà, ça c'est important. Alors, il y en a un ou deux. Et ben c'est pas assez. Et puis quelques animaux aussi. Et ben c'est pas suffisant. Je crois qu'il faut rentrer beaucoup de gens, beaucoup de personnages qui travaillent dans les jardins et des animaux. Voilà, ça c'est le prochain objectif pour le prochain livre. Voilà. Mais celui-là, alors c'est un travail incroyable. Hein. Vous avez eu 3 ans à le réaliser. Il y a 32 jardins. À plusieurs saisons. C'est ça l'idée. Alors justement, parlons des saisons. Alain Baraton, vous dites, il y a quand même une
saison qui est formidable, c'est l'automne. Avant, j'aurais quand même dire ma jalousie. Mais j'allais vous parler de... Justement, ça c'est intéressant. Quand vous regardez le livre de César, est-ce que vous dites, vous êtes admiratif ou vous êtes jaloux? Je suis jaloux parce que je rêvais d'être photographe quand j'étais gamin. Oui. Je voulais être photographe. Et l'idée que l'on puisse être photographe de jardin, je n'y avais pas pensé quand j'étais jeune. Oui. Aujourd'hui, j'aurais peut-être fait le travail que fait César. Et je voudrais juste un petit commentaire. César a été capable de saisir l'âme d'un domaine. Qu'importe s'il y a des personnages ou pas. Mais oui, c'est ce que je voulais dire quand tu disais que c'était pas figé, quoi. Alors effectivement, pour répondre à votre question, l'automne est la plus belle des saisons pour quantité de raisons. La première, c'est pour moi l'époque où les arbres prennent enfin leur vraie couleur. Ils deviennent jaunes, orange, rouge, ils prennent des teintes extraordinaires. Mais c'est surtout l'époque où la nature, et surtout le jardinier, enfin peut non pas se reposer, mais contempler le travail effectué. Le printemps, l'été, c'est la course. On n'a pas le temps de trop réfléchir. Il faut désherber, il faut arroser, il faut planter, il faut tailler. C'est beaucoup de travail. Quand l'automne est là, il y a encore du travail. Mais il y a l'hiver qui va arriver et une période, enfin, de repos. Là, on peut se... Donc, on est un peu comme des artistes. On vient de jouer la pièce de théâtre. On peut enfin saluer le public, en espérant bien sûr que la pièce a été bonne et qu'elle ait un succès. Donc j'aime la saison de l'automne pour ce motif, mais pour un autre motif également, alors qui va certainement vous surprendre, voire vous amuser, mais moi j'œuvre dans un domaine fréquenté tous les jours, hors confinement bien sûr, par des milliers de visiteurs. Et il s'avère que quand on vient à Versailles, c'est pour beaucoup un jour de fête, et on le comprend. Alors on vient avec les enfants, les dames mettent leurs plus belles toilettes, et les hommes sont très élégants. Oui, mais toutes ces couleurs, tous ces points, ces petites taches jaunes, orange, rouge, bleu dans les jardins, finissent par de temps en temps, non pas nuire à l'harmonie, mais attirer mon regard, alors que moi je préférais observer une perspective où le reflet du château... C'est vrai qu'à l'automne on est habillé un peu comme nous là. Et bien voilà. Et le personnage se fond davantage dans la nature, il accompagne le jardin, il est en parfaite harmonie, et je trouve donc que le jardin est beaucoup plus beau en automne que le reste de l'année. Alors César Garçon, justement, voilà. Vous avez... Alors, il y a des saisons différentes, il y a des heures différentes. L'automne était très très important, parce qu'en fait, moi j'avais commencé par le printemps, en particulier dans des arboretums comme Calmtot ou Vespelar, qui sont très importants en Belgique. Il faut vraiment noter l'importance des collections d'arbres. Ce sont des collections privées, ce sont des particuliers qui, sur leur domaine, collectionnent des essences d'arbres. Et j'avais commencé dans ces deux domaines en particulier, Vespelar et Calmtot. L'un est près d'Anvers et l'autre est près de Bruxelles, par le printemps, avec quand même des collections des floraisons extraordinaires sur des arbres, c'est-à-dire des magnolias précoces qui fleurissent avant l'apparition du feuillage, etc., c'est-à-dire juste à la fin de l'hiver. Et lorsque je suis, et là je partage complètement l'avis d'Alain, lorsque je suis retourné dans ces domaines à l'automne, c'était absolument magique d'une part, et surtout, c'est que l'automne ne pardonne rien. C'est-à-dire que quand le jardin est beau à l'automne, ça veut dire qu'il a subi un travail permanent depuis la fin de l'hiver et qu'on l'a entretenu, l'automne, c'est un résultat. Voilà, c'est une espèce de finalité. Et je partage complètement l'avis d'Alain là-dessus. Et alors, il y a les saisons, mais il y a les heures aussi, parce que il y a des photos qui prennent au petit matin. Ouais. Comment vous partiez de chez vous et vous alliez en Belgique? Alors, ça, c'était une vraie aventure. Je fais de la photographie comme on joue une partie de tennis. Il faut aller vite, de l'énergie, conduire sa voiture, arriver à l'heure, la veille au soir, dans un hôtel au bord de l'autoroute. Moi, je prenais des rendez-vous, je voyais personne, je travaillais. Vous avez raconté ça dans une interview au Figaro, on vous dit, mais vous avez dû rencontrer plein de gens, mais non, moi j'ai vu personne. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. On arrive la veille au soir, j'ai fait 350 km, je suis concentré. Le lendemain matin, je me lève à 5 heures pour être dans la propriété. Le seul numéro de téléphone que j'ai, c'est le doorman, c'est le gardien qui va m'ouvrir le portail. Et je suis là, le soleil va se lever, j'arrive une heure avant, et je repère dans le noir, ou je repère pas du tout, et je peux pas parler. Il fallait que je sois très concentré. Une concentration. Et donc, et puis c'est la joie de mon métier. C'était la joie de mon métier, cette solitude, ces matins, de courir comme ça dans une propriété à toute allure pour être à tous les endroits en même temps, parce que j'ai 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure de belle lumière. Ah oui, c'est ça, oui, donc, quand c'est grand, il faut courir dans tous les sens. Avec mon escabeau, voilà, avec mon escabeau, mon trépied et mon appareil. Donc voilà, à un moment donné,
Racontez-nous un peu cette Belgique des jardins. Vous aviez déjà consacré un livre à l'Italie, Voilà. des jardins. On a l'impression que chez les Belges, il y a un peu toutes les influences qui sont arrivées. Voilà. Les Belges n'ont pas une stylistique particulière des jardins belges, comme il y a les jardins italiens, les jardins à la française ou les jardins anglais. Mais les Belges ont ont fait une synthèse très intéressante. C'est un peuple cosmopolite qui a beaucoup accueilli, qui a beaucoup voyagé d'une part, et puis ils ont possédé le Congo avec des rois avec un roi Léopold qui a adoré la dendrologie, qui a collectionné les arbres et les plantes. Et les Belges se sont inspirés à la fois des Français, des Italiens et des Anglais. Et ils en ont fait une synthèse. D'abord, ils ont un climat et une terre parfaite et énormément de goût. Ils en ont fait une synthèse très intéressante qui n'est ni française, ni italienne, ni anglaise, mais belge. Mais belge, voilà. oui. Et Vous vraiment, c'est quelque connaissiez chose de tout à fait intéressant de... Non, mais Cette Belgique des jardins, là. Oui, j'écoute avec beaucoup d'attention parce que le prince de Ligne, qui fut l'un des grands jardiniers du XVIIIe siècle dans ses théories, écrivait justement qu'importe le style, que le jardin soit à la française ou à l'anglaise, ce qui compte, c'est qu'il soit beau. Et finalement, les C'est Belges... une sagesse absolue, ça. Bah c'est oui, mais ils ont formidable. raison, ce C'est qui la compte, réalité. qu'importe le style, il faut que le jardin soit beau, et je crois que les jardins sont beaux. Moi, il y en a un que j'aime particulièrement en Belgique. Alors, je ne parle pas des jardins qui appartiennent à la famille royale et qui sont situés à Alors, il y a les serres, Voilà. oui, en effet, on va en reparler. Hein, mais le jardin de Belleuil, Alors, c'est un jardin qui figure à la fois dans le livre de César Garçon et dans votre livre à Alain Baraton. Hein. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce jardin de Belleuil? Je te laisse c'est un condensé, en fait. C'est le jardin que je ne qualifierais pas à la française, mais de style régulier, qui annonce déjà la fantaisie du style irrégulier. Il y a du Lenôtre, il y a du Rousseau dans la conception. J'aime également, quand on parle de philosophie, c'est un jardin qui s'adresse autant au regard qu'à l'intelligence. C'est un jardin qui a une âme. Quand on est à Belleuil, quand on regarde ce lieu, quand on s'y promène, on est quelque part. C'est où à peu près Belleuil? Oh, alors là, je ne peux pas dire, j'ai y allé avec un GPS et je me souviens plus. Mais en revanche, il fait la couverture du livre, Oui, évidemment, parce qu'il est à l'origine des jardins belges. Et ce qui est formidable, je fais une aparté, c'est que ça appartient toujours aux Lignes. Michel de Ligne s'en occupe aujourd'hui aussi bien que son aïeul. C'est formidable cette façon de faire. Il y a un nom que vous citez, c'est Claude Lamoral. Ah oui, tout à fait. Lui aussi qui a établi... Qui s'est occupé de Belleuil. Tout à fait. Mais c'est un homme qui ne s'est pas simplement contenté de créer un jardin. Il a jeté les bases du style de jardin. Un jardin, ce n'est pas qu'un assemblage de végétaux. C'est une harmonie, c'est une philosophie. Et un jardin doit obéir à quelques règles. On oublie trop souvent que André Lenôtre, que je connais bien, n'a rien inventé. André Lenôtre n'est c'est non pas qu'un, mais un concepteur de jardin à la française qui a duré. Mais avant lui, il y avait Jacques Androuet du Cerceau, il y avait la famille Mollet qui a établi les principes même du jardin à la française, ceux qui ont établi que les allées devaient être perpendiculaires ou parallèles, qui a défini les perspectives d'employer les ormes, les charmilles ou les buis, ce sont les Mollets, ce sont les Boisseaux de la Varaudière. Eh bien, la morale, c'est la même chose. C'est un homme qui était capable de donner des principes pour qu'un jardin soit réussi. Un jardin, c'est quelque chose de difficile à faire. Admettons que je vous donne à vous un tableau, enfin quelques pinceaux, un chevalet et une toile. Je ne suis pas sûr que ce que vous allez faire sera exposé demain. Je ne suis pas sûr non plus. Hein. Peut-être, je ne suis pas sûr. Eh bien, un jardin, c'est la même chose. Le jardin, c'est la même chose. Il ne suffit pas de choisir des végétaux. C'est un art. C'est une discipline qui demande de la rigueur, du goût, de la patience et de la connaissance. Eh bien, les gens comme Lamoral, comme Mollet, comme ont contribué à ce que je retrouve. Et j'aime beaucoup, et là, une fois de plus, je rejoins Alain, parce que voilà, la présence des créateurs dans les jardins, c'est très important. Et c'est ce qu'a voulu faire Donatienne de Séjourné en rendant hommage à des créateurs contemporains. Il y en a deux en particulier. Oui. René Pecher, très important, qui n'est pas très connu en France, bien qu'il ait réalisé des jardins privés dans le nord de la France, mais c'est surtout celui qui a créé l'école d'horticulture de Bruxelles, celui qui a recréé des jardins après la guerre, après 1945, au moment des reconstructions, et qui a fait dans certaines propriétés anciennes, 18e, des jardins qui post des années 50-60. Très intéressant personnage, auquel on a rendu hommage. Et un autre, qui est mort pendant la réalisation du livre, qui est Jacques Wirth, oui. Et qui était un monsieur merveilleux que j'ai connu, et dont les fils, Peter et son frère, nous ont autorisé à photographier le jardin, évidemment, en hommage au père mort pendant la réalisation du livre. Oui, il faut dire, pardon, excusez-moi César, à la fois
il y a quelques jardins qu'on peut aller visiter de temps en temps qui sont assez peu ouverts et beaucoup de jardins alors qu'il faut les voir dans le livre hein, parce qu'on ne peut pas y aller. Voilà, mais pense à la fin du livre, il y a une page, par exemple. Voilà, il y a une page consacrée aux jardins ouverts, aux jardins visitables. On peut aussi les visiter, ceux qui ne sont pas visités, pendant les journées des jardins belges, qui sont un événement qui a lieu au printemps. Et il y en a quand même pas mal qui sont visitables aussi sur rendez-vous. Donc on peut les voir, on peut les voir. Ouais. Et puis, il faut prendre rendez-vous. Enfin, c'est quand même des jardins tous sont privés. Tous sont privés sauf un. Un mot justement sur le... Parce que ce qu'on disait au début, hein, il y a une progression historique dans votre livre. Ça finit par les jardins du canal d'Axel Verlande. Voilà. Est-ce qu'on peut faire je vous pose la question à tous les deux, les jardins modernes, est-ce qu'ils peuvent être beaux ou est-ce que c'est différent ? Ah oui. Les jardins urbains, je suis les très jardins... inquiet, très inquiet. Alors ce que je dis, bien sûr, n'engage que moi, mais je dis souvent que les jardins à la française, ceux de Louis XIV, sont des jardins qui ont pour objet de montrer le pouvoir. Le monarque dirige la nature, ce sont des jardins d'autorité. Et je constate qu'aujourd'hui, les jardins modernes sont des jardins basés sur le rectilisme, sur le minéral. Ce sont des jardins qui ne sont peut-être pas à la française, mais qui sont de style très régulier. Et je trouve que ce jardin n'annonce rien de bon. J'aime l'idée qu'un jardin permette à des enfants de s'égarer. Moi, ce que j'ai envie dans un jardin, c'est de pouvoir rêver. Et beaucoup de jardins modernes, pas tous, mais beaucoup ne me font pas rêver. Il y a quand même des créateurs contemporains, des paysagistes qui font des jardins de charme quand même. Louis Bénèche réalise des jardins de charme. Cette femme en Amérique, Madame von Gaal, fait des jardins merveilleux, pas du tout formels. Le Hollandais, comment s'appelle-t-il, le type qui fait des prairies là, fait des jardins très 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 poétiques. Donc il faut... Jean Mus sur la Côte d'Azur. Voilà. Jean Mus qui fait des jardins très poétiques. C'est même plus des jardins qu'il crée, ce sont des paradis. Ah oui. Le Hollandais s'appelle Piet Oudolf, ça c'est important de le dire, Piet Oudolf. Mais il recrée des prairies. Donc à chacun, aujourd'hui quand même, il y a une poésie contemporaine qui ressort de tout ça. Et depuis longtemps, parce que on prend les jardins de Jacques Majorelle au Maroc, on prend plein de choses. Bien sûr, tout ça a un charme fou quand même. Voilà. Dans votre dictionnaire amoureux illustré, Alain Baraton, vous dites, et c'est vrai qu'il est difficile d'imaginer qu'au début du XXe siècle, la banlieue parisienne était un haut lieu de la production agricole. Hein. Ben oui, mais c'est vrai. Est-ce que cette avancée de la ville, au fond, sur les jardins, ou sur la nature, vous fait un peu peur ? Oui, bien sûr, mais il est vrai ce que vous dites. La première région viticole de France au XVIIIe, le vin et tout ça, c'était la région parisienne. Ça revient, hein, les abricots, ça revient un peu. Les pêches que l'on mangeait en région parisienne, il y a encore 150 ans, étaient produits à Montreuil, à 2 pas d'ici, bien évidemment. Le long des fameux murs. Voilà, et c'est finalement le train qui a mis tous ces produits, toutes ces denrées de province à la portée de tout le monde. À portée de tout le monde, qui a détruit. Mais effectivement, le jardin a réussi à lutter pendant quelques siècles à une urbanisation folle. Il a disparu au détriment de la construction de quelques tours infâmes, mais le jardin est en train de revenir. Je découvrais il n'y a pas longtemps la ville de Quimper, mais j'ai été abasourdi par la beauté des jardins de cette ville qui sont en train de renaître. La ville de Paris, à elle seule, possède 500 jardins qui sont en train d'être, j'allais dire, réhabilités, replantés. Restaurés. Ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Donc le jardin est en train de reprendre sa revanche. Le XXe siècle n'était pas le monde du jardin. Souvenez-vous la chanson de Dutronc, c'était un petit jardin qui sentait bon, hein, et on sait ce qu'il est devenu. Métropolitain. Eh bien ça y est, c'est le retour des jardins, c'est le retour des senteurs, c'est le retour des fleurs, et c'était urgentissime. Quand on voit la période dans laquelle nous vivons, qui est quand même assez anxiogène, là on est ici dans un monde sans masque, prions pour que demain, à l'extérieur, on puisse cesser d'en porter. Eh bien, le jardin, c'est peut-être ce qui va nous sauver, parce que je ne vois pas du tout quels sont les lieux aujourd'hui où l'on peut, je parle en ville, se promener en toute liberté, si ce n'est dans un jardin. Alors, il nous reste malheureusement très très peu de temps, parce que tellement ça passe vite et tellement vous êtes passionnant. Alors, il faudrait, on ne va pas tout dire ce qu'il y a dans ce dictionnaire. On a un autre point commun, le dictionnaire d'Alain et mon livre sur la Belgique, c'est les alignements d'Alain et les drèves belges. Les drèves. Alors, ça, c'est une chose... Vous saviez ce que c'était les drèves ? Alors, ça, c'est une chose. Le mot drève. J'ai découvert le mot. Hein. C'est une chose, c'est un belgicisme. Et drive, en fait. Voilà, drève et drive en anglais. Et c'est un belgicisme, ça n'existe pas en français. Et ce mot de drève, quand je l'ai entendu la première fois,
il correspondait à une réalité. C'est-à-dire que le pays est sillonné sur les perpendiculaires des routes par des grandes allées d'arbres qui mènent soit modestes ou nobles, qui mènent soit à des châteaux, soit à des fermes. Elles sont plus belles les unes que les autres et elles sont surtout tellement nombreuses qu'à un moment donné, j'ai dit à Donatienne, tu sais, pour un Français comme moi, qui voit le long des routes toutes ces allées qui mènent aux demeures, aux propriétés, il faut qu'on en parle dans le livre. Et on a fait 4 pages. On a consacré 4 pages au Drève que j'ai photographié dans toutes les propriétés et dont on a fait une sorte de synthèse comme ça. Et ça correspond aux alignements dont parle dans la lettre A. Rapidement, Et juste en 2 ans, à propos de l'alignement, la photo qui illustre le chef alignement, elle représente le canal du Midi. C'est un alignement en courbe. Je voulais montrer qu'un alignement peut parfois être en courbe. Voilà. Il y a d'autres choses. Alors, il y a évidemment le désert de Retz. J'aurais voulu qu'on en parle parce que c'est sublime. C'est pas très loin d'ici. Mais nous sommes prêts à revenir quand on va. Quand tu veux. Et puis, alors, juste une dernière question pour terminer. C'est vrai que vous vouliez mettre un géant de jardin parce qu'on parle des nains de jardin. Mais ça l'est encore mon rêve. J'aurais adoré mettre à l'extrémité du parc. Ça, c'est extraordinaire. Un géant. Attention, je parle d'un nain géant de 30 ou 40 mètres de haut. Tu sais, on le voit de partout. Si Jeff Koons avait eu l'idée, on aurait crié au génie. C'est formidable. Mais vous êtes un génie, Alain. Oh, c'est gentil. Et César Garçon aussi. C'est 2 livres absolument sublimes, La Belgique des jardins et puis le dictionnaire amoureux illustré des jardins. Merci infiniment César Garçon, merci infiniment Alain Baraton. Merci à vous.